Je propose de démarrer, c'est bon pour vous? Alors allons-y. Bienvenue et bonjour à tous. Donc on est aujourd'hui là pour vous parler un petit peu des expérimentations 5G qu'on a fait dans le cadre de Enedis, donc qui est responsable de la distribution de l'électricité. Je suis Pierre Reynaldo, je suis consultant Wavestone et je suis très heureux de vous accueillir et notamment d'accueillir mes 4 invités qui je connais bien parce que en fait depuis 1 an et demi, on travaille avec tous ensemble sur un projet en fait d'expérimentation des cas d'usage de la 5G pour Enedis, un projet qui s'appelle 5G 3E, donc pour exploration et expérimentation pour Enedis de ces cas d'usage de la 5G. Tout d'abord, je vais commencer par Emmanuel, en fait, de Enedis. Et j'aimerais, Emmanuel, que tu nous rappelles un petit peu comment cette aventure a démarré et pourquoi la 5G et les télécoms plus globalement font sens pour Enedis. Oui, donc moi je suis Emmanuel Villalta, je travaille au pôle télécom d'Enedis, plus particulièrement en charge de ce qu'on appelle le domaine collect. Alors le domaine collect, c'est la définition et la mise en œuvre des solutions télécom pour accorder les objets, les petits sites qui sont disséminés un peu partout sur le réseau Enedis. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait le réseau Enedis, c'est comme une très très grosse machine qui fait des millions de kilomètres de long. On a 1,3 million kilomètres de câbles qui vont jusqu'à 36 millions de clients. Et donc ce réseau, cette grosse machine est de plus en plus communicante. Par exemple, les 36 millions de clients, maintenant, ils sont quasiment tous équipés d'un objet communicant, le compteur Linky. À l'extrémité en aval, on a des plus gros transformateurs qui eux aussi sont bardés de capteurs, de senseurs, d'actionneurs, etc. Tout ça, pour résumer, on a une grosse machine, on a de plus en plus besoin de savoir comment elle fonctionne à distance, on a de plus en plus besoin de l'actionner, de la manipuler à distance. Et d'où l'importance des télécoms chez Enedis de plus en plus. On a la première phase d'automatisation et de télécommande du réseau, on l'a initiée en déployant des dizaines et des dizaines de milliers de lignes RTC. Depuis quelques années, on est passé de plus en plus, bien sûr, à la radio, à la 2G, 3G, 4G. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'est née l'idée de ce projet 5G 3E. On sentait qu'il fallait qu'on s'y embarque le plus vite possible pour tout de suite tirer les fruits des promesses de la 5G. Et ça s'est un peu concrétisé lors d'une rencontre entre le président d'Enedis à l'époque, Philippe Montloup, et le patron d'OBS, Helmut Reisinger, à Marseille. Alors je dis à Marseille, parce que justement, là, on avait déjà, pour notre projet 5G 3E, 3 débris, Enedis, Orange et Marseille, puisqu'on a décidé dès le début qu'à Marseille, comme il y avait déjà un historique et aussi des perspectives de développement de nouveaux usages, c'était le bon endroit pour tester ces fameuses promesses de la 5G. Vous voyez un petit peu cette inspiration en fait, et le fait que Enedis voulait faire ça vraiment en partenariat et en co-innovation, donc avec les 3 partenaires qui sont présents ici, Orange, Schneider et Nokia. Et du coup, je vais passer tout de suite la parole à Gilles de Orange. Oui, bonjour, Gilles Sabatière. Moi, je suis le directeur de la co-innovation et des écosystèmes à la direction des grands clients chez Orange Business Services. Donc la co-innovation, on connaît un peu, on pratique depuis de nombreuses années maintenant ces initiatives, ces projets de co-innovation avec les grandes entreprises françaises, mais aussi internationales, dans le domaine des transports, dans le domaine des médias, dans le domaine de l'industrie, utilities, de l'eau, l'énergie. Et pour nous, c'est toujours en fait l'intérêt d'aller chercher les cas d'usage des métiers de nos clients, des métiers de demain de nos clients. Donc ce projet, évidemment, nous a enthousiasmés dès le départ, et c'est vrai qu'on en était à l'initiative avec cette rencontre entre nos 2 présidents. L'apport en fait d'Orange sur ce projet, il y a 3 apports. Il y a l'apport de la capacité d'innovation d'Orange. Dans notre groupe, on a une entité qui est importante qui s'appelle Orange Innovation. Donc c'est plus de 7000 personnes, 720 chercheurs,
8770 brevets fin d'année dernière. Donc c'est quelque chose d'important. On a 12 labs dans le monde entier. Donc c'est cette capacité d'innovation déjà qu'on apporte à ce projet et à nos projets de co-innovation. Cette capacité d'innovation, elle est, je dirais, couplée avec Orange Business Services, qui est une société de services digitaux née du réseau, mais donc c'est une boîte de services qui est capable en fait d'intégrer, d'industrialiser derrière l'innovation et de l'opérer. Et puis ça c'est le deuxième apport, hein. Et le troisième apport, c'est le réseau. Le réseau, on amène le réseau 5G. Vous le savez qu'on est en cours de déploiement massif, professionnel, à vitesse grand V en France de la 5G. On était en fait à fin septembre, on avait déployé plus de 3300 zones économiques. On doit être aujourd'hui à peu près une soixantaine de villes. Donc ça déploie vite. Et Marseille était une des premières villes couvertes en 5G. Donc on s'est dit, allez hop, on va développer notre projet de co-innovation sur Marseille. Voilà. Ok, ben merci. d'Orange. Je pense qu'on va continuer avec Nokia, qui n'est pas étranger finalement à cette couverture de Marseille notamment. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc Édouard Castellan, j'ai la responsabilité des activités sur le marché entreprise de Nokia en France. Alors la 5G, effectivement, hein, pour Nokia, c'est un enjeu majeur. On est un des principaux fournisseurs de la 5G dans le monde, pour les opérateurs, mais aussi pour les entreprises. Le sujet de l'industrie dans les réseaux de télécommunications, comme le mentionnait Emmanuel, sont bien sûr très prégnants. Et la 5G est tout particulièrement en fait porteur de cet enjeu. Je pense qu'on est en face de la première technologie mobile où on n'est plus dans la validation d'une technologie, mais vraiment dans l'implémentation par rapport à des cas d'usage industriels, par rapport à des problématiques métiers. Et Nokia, c'est un peu plus de 4000 personnes en France, c'est 1500 ingénieurs qui travaillent en R&D tous les jours sur la 5G. La France, c'est le pays le plus important pour Nokia pour tout ce qui est validation de la technologie 5G. C'est là où on a nos plus gros labos qui répliquent les configurations de nos clients, de nos opérateurs pour valider cette technologie. Donc il était tout naturel d'apporter un peu cette expertise, effectivement, hein, et eu égard aussi à un peu l'historique de ce projet. Il était tout naturel d'apporter cette expertise. Et pour un industriel comme Nokia, tout ce travail, cet écosystème qui travaille ensemble sur cet enjeu de la 5G dans le cadre des cas d'usage pour un acteur industriel comme Enedis s'articule de plusieurs façons. Il y a vraiment un intérêt de travailler en amont pour comprendre la problématique métier, pour apporter une expertise sur la roadmap, la technologie, ses avantages, ses bénéfices, mais aussi parfois ses limitations, les prendre en compte en amont pour identifier l'usage qui va être le plus pertinent, là où il y aura le plus d'impact. Je dirais qu'il y a une deuxième étape qui est vraiment la mise en œuvre. On parle de, effectivement, co-création, collaboration, co-création, prototypage, et optimiser en fait le bénéfice de la technologie par rapport aux cas d'usage qui ont été retenus. Et puis pour un industriel comme nous, je dirais au niveau européen et mondial, il y a aussi un intérêt, bien sûr, de répliquer par rapport à un segment industriel les choses que l'on fait plutôt en avance de phase en France sur ce projet. Donc c'est quand même quelque chose de très très positif. Voilà, et dans le partenariat, on a aussi invité un autre industriel, en fait, qui est très proche du métier d'Enedis, Schneider. Du coup, Claude, je te laisse présenter. Bonjour à tous. Oui, donc Schneider Electric, donc leader mondial des distributions électriques et des automatismes, présent sur les 5 continents. Je suis en charge, moi, de déployer les offres services pour l'ensemble des grands comptes que sont la génération d'énergie et la distribution électrique, donc tout ça qu'on appelle PNG en anglais, Power and Grid, c'est notre label. Par rapport à ça, on a eu beaucoup de demandes de la part de nos clients industriels sur justement comment capitaliser leur savoir, comment gagner en efficacité, en agilité sur l'ensemble des opérations de maintenance de leurs assets et comment sécuriser aussi leurs opérateurs dans les opérations de tous les jours qu'ils font. Et donc on a développé une plateforme numérique, digitale, de réalité augmentée, que l'on déploie aujourd'hui dans le monde industriel, et très intéressé par ce travail collaboratif avec nos partenaires pour le déployer dans le monde de la distribution électrique, qui est un monde différent, avec des contraintes différentes, et sur lequel la 5G peut apporter beaucoup.
Donc on a une plateforme aujourd'hui qui est une plateforme 3D, en 3 dimensions, qui permet de géolocaliser l'opérateur, qui permet de digitaliser son savoir-faire et de le guider étape par étape dans ses opérations de procédure, de lui permettre de voir l'information là où il se trouve et non d'aller chercher l'information. Donc là où il a des éléments, eh bien, on va lui projeter cette information et on va lui permettre aussi de préparer à l'avance son intervention par une digital twin qui va permettre en réalité virtuelle, de lui permettre de revisiter son environnement à venir, ses étapes de procédure, etc. Donc c'est dans ce contexte de plateforme digitale que l'on a développé, comment la co-architecturer avec le bénéfice de la 5G pour apporter justement une plus grande simplicité et agilité des opérations qu'Enedis met en œuvre quotidiennement sur son réseau de distribution électrique. Alors voilà, on vous a parlé un petit peu de la naissance du projet en fait. Rapidement, on s'est posé la question, mais finalement, la 5G, pourquoi la 5G chez Enedis? C'était, je pense, la question clé de la première phase de ce projet. Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les premiers éléments de réponse qu'on a pu trouver? Oui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, quand j'ai commencé à présenter Enedis, le réseau Enedis, finalement, nous, on faisait de l'Internet des objets avant que le nom même n'existe, puisque je parlais des premiers équipements qui permettaient de télécommander le réseau depuis le début des années 2000, mais en RTC. Voilà, début des années 2000, le monde a pas mal changé, et en particulier le monde de la distribution d'électricité. Le réseau doit devenir de plus en plus intelligent. Donc voilà, c'est toutes les problématiques de smart grid, tout simplement parce qu'il était avant monodirectionnel finalement. L'énergie coulait que dans un sens, des gros producteurs, voire du gros producteur à l'époque, il n'y avait qu'EDF, vers les consommateurs. Maintenant, il y a de la production décentralisée un peu partout et donc beaucoup aussi sur le réseau d'Enedis, des producteurs en 20 000 volts, les éoliennes, les champs photovoltaïques, etc. Les cas d'usage de l'électricité sont de plus en plus divers. Voilà, on avance de moins en moins doucement et j'espère de plus en plus sûrement vers la mobilité électrique aussi. Donc tout ça fait que notre réseau, il faut qu'il soit de plus en plus intelligent, donc de plus en plus instrumenté en temps réel. Et il faut qu'on soit aussi agile dans les déploiements. Donc c'est pour ça que la 5G va prendre la suite naturelle de toutes les technologies radio qu'on va faire. Nous, notre politique, c'est de faire de la radio le plus possible, le moins possible de filaire, pour tout ce qui est objet, pour tout ce qui est petit site. Et la 5G, justement, c'était une des promesses, d'obtenir des performances sur tous les différents paramètres de qualité de service qui seront l'équivalent de ce qu'on obtient aujourd'hui avec une liaison filaire en fibre de très bon niveau. Voilà, donc un réseau intelligent, connu et maîtrisé et commandé en temps réel, télécommandé bien sûr, et puis après, des aspects qui sont peut-être un peu moins propres à Enedis, mais c'est la digitalisation, pas seulement du réseau, mais des équipements, des assets. Voilà. Encore une fois, si on a un réseau qui est très très grand, on a aussi beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'équipements. Voilà, si on peut les connaître, les numériser, les exploiter de manière numérique, comme voilà, les exemples que Claude a évoqués, c'est forcément bénéfique pour nous. Et après, quand on parle de digitalisation, c'est aussi la digitalisation des pratiques, des processus, des équipes sur le terrain. On a forcément, nous, beaucoup d'interventions sur le terrain. On a des équipes réparties dans toutes les villes de France qui doivent intervenir le plus vite possible en cas d'incident, y compris la nuit, y compris le week-end. Et là, pour intervenir rapidement, de manière efficace et et en toute sécurité, on se dit aussi qu'avec cette connectivité de très bonne qualité, mais ambiante, diffuse, que la 5G va nous permettre d'avoir sur tout le territoire français, on aura forcément des effets bénéfiques pour nos opérations. Très bien. Peut-être que Claude, tu veux compléter en fait sur finalement la vision au-delà d'Enedis, des autres clients que vous pouvez avoir similaires à Enedis et leur engouement ou pas pour la 5G et l'IoT peut-être de manière plus générale. Alors il y a un engouement, comme disait Emmanuel,
important sur la digitalisation de leurs assets. Par rapport à ce phénomène-là et la digitalisation de leurs procédures, parce que, chez les utilities, les distributeurs, la sécurité, c'est l'objectif numéro 1, sécuriser les opérateurs. Donc, comment sécuriser son opérateur par rapport à son savoir-faire et le guider dans ses opérations. Et donc, toute cette partie-là, aujourd'hui, beaucoup d'utilities sont friands de ces technologies. Ont des situations pas toujours couvertes par la 5G et donc cherchent justement, grâce à ces réseaux à venir, comment sécuriser ces opérations, puisqu'il y a une problématique très forte de sécurisation par rapport à l'ensemble de ces données qu'on manipule et que l'on va gérer sur des clouds privés ou pas. Donc oui, c'est un engouement très fort qui est lancé aujourd'hui dans le monde industriel et dans le monde de l'énergie est en train de se transformer. Et la 5G, je pense, sera un élément majeur en termes de transformation. Très bien. Je pense que maintenant, vous avez un petit peu tous hâte de connaître c'est quoi ces fameux cas d'usage qu'on a conçus, qu'on a inventés, mais surtout expérimentés. Du coup, je vais redonner la parole peut-être à Gilles, en fait, pour nous dire, pour toi, quel est le cas d'usage, en fait, qui te tient le plus à cœur dans ceux qu'on a pu expérimenter? Alors, effectivement, il y a 5-6 cas d'usage qui ont été développés dans le cadre de ce projet qui est en cours de développement. On a un credo chez Orange qui est en fait digital et humain, le digital au service de l'humain. Donc, mon coup de cœur, si j'ose dire, c'est le use case en fait du technicien augmenté, puisque Enedis en fait dispose d'une force d'intervention de 12 000 techniciens d'intervention qui ressemble d'ailleurs à s'y méprendre à la force d'intervention d'Orange. Lorsqu'on est confronté à un incident climatique, eh bien on retrouve il faut remettre l'électricité, il faut remettre le réseau, donc nos techniciens souvent interviennent ensemble. Donc on a sur Marseille créé une relation avec les techniciens de l'équipe de Marseille et on a lancé en fait un projet de technicien augmenté dont l'objectif en fait est de faire gagner en performance le travail des techniciens et aussi de gagner en sécurité, parce que là on travaille sur des sujets électriques avec du voltage, de la tension, et donc l'enjeu de la sécurité est très 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 important pour travailler sur les installations chez les clients, sur l'infrastructure du réseau, pour gérer les gestes techniques qui sont parfois assez compliqués. Et donc, on a proposé en fait d'inviter un de nos partenaires qui s'appelle la société AEMA, qui est spécialisée en téléassistance, qui est un partenaire d'Orange avec laquelle on travaille régulièrement, pour équiper une dizaine de techniciens sur Marseille, les équiper de lunettes connectées à commande vocale, des lunettes de réalité augmentée, des lunettes qui permettent de partager entre un expert ou un référent distant une situation avec le technicien qui intervient sur site. Et puis on a en fait segmenté. Je te coupe un petit peu, peut-être pour que rendre ça tout de suite beaucoup plus... oui, très bien, oui. Il y a de la vidéo. Une petite vidéo, exactement. Ça marche comme ça. Désolé.
Alors voilà, je pense que c'est un petit peu clair, mais je vais laisser Gilles poursuivre en fait sur les apports. Alors je reprends, nos 10 techniciens marseillais sont équipés de lunettes connectées, main libre, commande vocale, également avec des smartphones qui disposent de certaines fonctionnalités. Et puis on a segmenté différents cas d'usage avec eux. Un cas d'usage visant à développer la collaboration augmentée, à distance, en mobilité, dans des environnements qui sont parfois un peu compliqués. Donc là, être capable de lancer un brief avant une opération, un débrief après l'opération, un cas d'usage qui vise à créer en fait un support à distance entre un référent technique et puis l'intervention. Donc là, on teste en fait la fluidité de l'image, on teste la qualité de l'image haute définition. Et pour l'instant, on a des très 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 bons retours. C'est le début du test, mais on est content. Le son, la fluidité, à la fois pour le technicien qui est sur place et aussi pour l'expert qui est distant et qui, là, vraiment a l'impression d'intervenir avec le technicien. Il y a un sujet aussi de coaching pour coacher les jeunes embauchés d'Enedis pour transmettre en fait les compétences entre les gens expérimentés, plutôt seniors, et puis les jeunes. Donc ça, c'est un des sujets qui nous intéresse aussi sur ce POC technicien augmenté. Et puis en parlant de POC, il y a un autre cas d'usage qui est en fait le TOP, c'est-à-dire le temps d'observation préalable, qui est en fait un processus d'Enedis qui, avant d'intervenir, eh bien, il y a une interaction entre le technicien, son référent technique, son manager, pour, avant d'intervenir, avoir le temps de réfléchir et de partager en fait une intervention. Voilà. Donc, c'est lancé, c'est en cours, c'est à Marseille, c'est très 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 concret. Et notre objectif, c'est bien sûr de travailler sur l'environnement de travail de demain, de ces forces d'intervention, et puis surtout d'analyser l'utilité finalement de cette technologie pour ces 10 techniciens, hein, donc ils participeront à l'évaluation évidemment de cette nouvelle façon de travailler en opération sur le terrain. Voilà ce que je peux dire. Merci Gilles. Pour avoir moi-même participé effectivement au premier test, je témoigne que tout le monde était très enthousiaste. En fait, on a fait des comparatifs, notamment 4G, 5G, et les techniciens nous ont dit que c'était bluffant la réactivité en fait et la fluidité que ça pouvait donner, et ils étaient très très moteurs pour continuer à utiliser cette solution. Je vous propose de découvrir maintenant peut-être un deuxième cas d'usage avec Emmanuel. Je pense qu'il y en a un qui tient aussi particulièrement à cœur. Oui, le cas d'usage que j'ai retenu, c'est celui de la téléaction, et je l'ai retenu parce qu'en fait, avec ma casquette purement télécom, sans être dans les métiers d'Enedis directement, j'ai vu la plus-value tout de suite, dans la mesure où aujourd'hui, justement, par rapport à ce que je peux proposer à mes clients internes pour ce cas d'usage, c'est pas encore optimal. Alors, c'est quoi la téléaction ? En quelques mots, donc, notre réseau, encore une fois, il est surveillé 24 heures sur 24 à distance. Et dès qu'on voit un incident, on est capable, depuis nos centres de contrôle à distance, de couper le tronçon sur lequel il y a un incident, pour éviter que le courant passe à des endroits où il n'est pas censé passer. Imaginez par exemple un arbre qui est tombé et un câble qui maintenant touche le sol, et donc l'énergie, le courant part à la terre. Donc ça, on a tout un système de protection qui permet de déclencher directement le tronçon en question. Sauf que, voilà, ça, c'était parfait dans l'ancien monde. Maintenant, peut-être que sur ce réseau, sur ce bout de réseau qu'on a déclenché, il y a peut-être un producteur, il y a peut-être une éolienne, il y a peut-être un producteur 20 000 volts. Et là peut se produire un phénomène très dangereux pour nous, qu'on appelle le phénomène d'îlotage. C'est-à-dire qu'il y a un réseau îloté, comme une petite île, qui se met à vivre de manière autonome. La consommation et compensant la production de l'éolienne, on va dire, puisqu'on est sur un exemple particulier.
Et là, plus personne ne sait ce qui se passe sur ce tronçon. Et quand plus personne ne sait, forcément, il y a un risque. Parce que peut-être que quelqu'un va toucher un câble en croyant qu'il est alimenté et qu'il n'est plus alimenté alors qu'il l'est. Nos clients, peut-être, n'auront pas... Enfin, les machines de nos clients vont être endommagées parce qu'on n'aura plus aucun contrôle sur la fréquence, sur la tension, etc. Et donc, c'est pour ça que depuis le début du déploiement des énergies renouvelables sur le réseau d'Enedis, on a demandé à nos clients producteurs, enfin, sous certaines conditions, pas tous nos clients producteurs, qui soient équipés de ce qu'on appelle une téléaction. Une téléaction, c'est ce qui permet de lier à distance la protection qu'on avait avec un découplage sur le site du producteur. Comme ça, dès que nous, on coupe à distance, en moins de 50 millisecondes, il faut que l'installation de production arrête d'injecter elle aussi sur le réseau. Et donc aujourd'hui, quand je disais que je n'ai pas forcément des solutions optimales à proposer à mes clients producteurs, c'est qu'on est obligé de leur demander d'avoir une liaison filaire jusqu'à leur site de production, parce qu'il n'y a que là que nos fournisseurs de services télécoms arrivent à nous garantir par contrat et dans la durée que les 50 millisecondes seront toujours respectées. Et dans le processus un peu long de mise en service d'un producteur, d'un champ d'éoliennes par exemple, le processus un peu long d'enquête, etc., administratif, technique, de rajouter la construction de quelques kilomètres de lignes, rien que pour ce petit cas d'usage, d'envoyer juste un ordre d'ouverture quelques fois par an. Des fois, nos clients nous disent que ça serait bien si on trouvait autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tout de suite embrayé, parce que d'après ce que promet la 5G sur le papier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette latence garantie à tout instant de l'année et de la journée de moins de 50 millisecondes. On l'aura en radio, et donc le déploiement se fera de manière très très simplifiée. Il n'y a rien à tirer, juste à installer un routeur 5G sur le site du client, à faire les tests, et après, d'un point de vue télécom, tamponner, bon pour le service. Et donc c'est pour ça que, je veux dire, voilà, même avant 5G 3E, le seul cas d'usage que j'aurais été capable, moi, de définir tout seul, ça aurait été celui-là. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé aujourd'hui. Okay. Pas trop longuement, j'espère. Non, c'est bon. Du coup, on met en œuvre vraiment ce cas d'usage. On a déjà testé en fait en lab le fonctionnement, et on est en train de le mettre en œuvre. Là, ça va se faire pour fin novembre sur le site des Renardières. Peut-être tu veux en dire juste un mot. Oui, donc Enedis, on est une filiale d'EDF, et une partie de notre R&D, nous l'achetons par contrat à EDF, en particulier pour les installations physiques, puisqu'on profite, on achète ou on loue des moyens d'essai, donc en particulier sur le site des Renardières, qui est à côté de Fontainebleau. EDF a un site, en fait, ils sont à côté de Fontainebleau, ils ont beaucoup d'espace, et donc ils ont en fait un mini-réseau, on peut dire un mini-réseau Enedis, et donc là-bas on peut recréer toutes les situations, et c'est là que grâce aux équipements de Nokia et aux fréquences d'Orange, on va pouvoir tester, dans une semaine, 10 jours maintenant, on va dire pas sur un vrai site, parce que ça reste un site privé, mais en grandeur nature, cette fameuse téléaction entre un équipement Enedis et un équipement qui joue le rôle d'un équipement d'un client producteur d'Enedis. Avec des vrais postes sources, des vrais postes basse tension, et une vraie éolienne en fait, qui est présente sur le site. Je voudrais maintenant donner la main à Nokia et Edouard pour avoir aussi ton cas d'usage favori. Alors, il y en a beaucoup. Et s'il fallait en retenir qu'un, et en retenant un peu des sujets d'actualité, c'est celui où on utilise des drones. Et en fait, la 5G et les drones collaborent très bien ensemble. Alors déjà, Nokia arrivait avec peut-être un a priori positif sur le sujet. On travaille beaucoup avec les drones historiquement. On est même été amené finalement à fabriquer nos propres drones à un moment donné. On a une solution qu'on a complètement intégrée de bout en bout, c'est-à-dire un réseau avec un drone connecté à ce réseau. Et on les utilisait très tôt, notamment pour mesurer, par exemple, les patterns dentales. C'est les niveaux d'émission qu'on a sur des pylônes en hauteur pour s'assurer qu'on respectait bien tous les critères d'émission, etc. Donc c'est un outil très, très utile aussi pour nous en termes de développement de nos propres solutions. Et puis au-delà de ça, en fait, on a eu un certain nombre de projets tout au long de ces dernières années dans différentes industries, que ce soit pour superviser en fait de la sécurité au niveau d'un site industriel, que ce soit plus récemment l'année dernière avec New York Power Utility pour faire la supervision de certains sites ou d'acheminement d'énergie.
Et puis, sur le territoire français, en fait, cette problématique de drone est très présente aussi pour nous. On a 2 sites principalement, un en région parisienne, sur le plateau du Saclay, et un en Bretagne, à Lannion. Et l'aéroport de Lannion a été reconverti il y a 2 ans maintenant en une zone d'expérimentation autour de la thématique des drones. Et forcément, pour nous, étant un acteur sur le territoire présent et à proximité immédiate de cet aéroport, on y contribue fortement. Voilà, donc il y a tout un faisceau qui était très positif pour ça. Et puis, je comprends qu'on a une petite vidéo qui va peut-être illustrer ce que concrètement on a mis en œuvre. Je suis pas bon là, sur le passage de... On va y arriver. La suivante. Non, c'est celui-là. Ou pas. Non. Il faut le laisser, je crois, en fait. Voilà. Donc, peut-être pour illustrer l'intérêt de la 5G dans un cas d'usage comme celui-ci, parce qu'on pourrait se dire éventuellement le faire avec d'autres technologies aussi existantes. L'intérêt de la 5G, il est multiple. Déjà, par rapport au flux vidéo à transporter, dans ce cas d'usage, on cherche vraiment de la très très haute définition. Donc, on a besoin de débit important. Et puis, on est en train de faire tout un travail d'analyse par rapport à différents types d'encodage de ces vidéos. Et donc, on a besoin d'avoir un lien aussi très très robuste, avec une qualité de service que quasiment la 5G est la seule technologie à pouvoir fournir. Et puis à terme, on peut se projeter aussi. Aujourd'hui, on a une réglementation qui restreint un petit peu le vol de ces drones, et notamment qui oblige le pilote à avoir la vue directe sur le drone ou à avoir une distance assez courte. Mais on peut se projeter, pourquoi pas à terme, à avoir un pilotage vraiment à très forte distance et avoir un lien de communication avec ce drone qui est fiable, robuste, avec des temps de latence très faibles. Aujourd'hui, c'est quasiment que la 5G qui peut fournir la technologie adéquate. Voilà. Donc petit à petit, on prépare cette aventure. Avec un enjeu pour Enedis, comme vous l'avez pu voir, 100 000 km de lignes à monitorer en fait, chaque année, avec des hélicoptères actuellement. Donc la substitution de l'hélicoptère par le drone serait quand même un axe très intéressant. Et effectivement, des besoins en fait, de remontée de vidéos de plus en plus qualitatives. Là, c'était des flux 4K que vous avez vus dans l'expérimentation qui ont été remontés en, fait, en live par la 5G. L'important du live, c'est que aussi ça permet d'intervenir sur des lieux après des aléas climatiques en fait, pour inspecter l'état des lignes, en fait, trouver là où il y a un souci. Et puis, ça permettra aussi demain en fait, peut-être d'avoir d'autres de flux encore plus volumineux. En fait. On pense notamment à tout ce qui est 3D, des images LIDAR, pourquoi pas en fait. Il y a notamment en fait, des besoins liés à l'élagage, en fait, de connaître la distance entre la ligne et finalement la végétation environnante pour identifier en fait, les besoins d'élagage sans avoir à visiter préalablement en fait, toutes les lignes. Donc voilà un petit peu tous ces cas d'usage. Avant de vous donner la parole, peut-être un tout petit dernier tour, en fait, un petit dernier mot de conclusion, en commençant, pourquoi pas, par Orange, en fait, Gilles. Si tu veux nous dire un petit peu ce que tu retiens et qu'est-ce que tu envisages, toi, pour la suite de cette co-innovation. Bon. Alors, on l'a compris, ces cas d'usage sont en cours d'expérimentation aujourd'hui. Et je pense, pour être très, très, très simple et très court, je pense que c'est l'utilité. Déjà, est-ce que ces cas d'usage vont être utiles à Enedis, aux techniciens, au processus d'Enedis? Ça, c'est important. Est-ce que le ROI derrière sera là pour qu'Enedis puisse se dire
oui, il y a une utilité, il y a un coût, le rapport coût-bénéfice, est-ce qu'il est intéressant? Et si oui, ensuite on rentrera dans une étape de passage à l'échelle. Mais avant, il s'agira de construire la solution, de construire l'architecture de la solution, les infrastructures. On parlait de cloud, la sécurisation. Donc ensuite, on rentrera dans une phase de construction pour passer à l'échelle la co-innovation, parce qu'on est bien tous dans cet objectif-là. Si on trouve l'utilité et le ROI, pardon, eh bien, on sera tous, j'espère, motivés pour passer à l'échelle. Peut-être Claude, pour continuer en fait sur cette même question, finalement, qu'est-ce que tu retiens et comment tu vois la suite? Alors, je reviens à deux choses. La première, l'intérêt quand on digitalise des opérations de maintenance, on va digitaliser le savoir-faire d'un expert. Et donc, on a passé du temps pour justement faire décrire à l'expert l'ensemble de ses étapes, ses conditions de sortie. Et on a, par ce biais-là, dans cette modélisation sur cette plateforme de réalité augmentée, digitalisé un savoir-faire qui pourra ensuite réutiliser pour guider de nouveaux opérateurs qui n'ont pas la même expertise et même expérience, et donc avoir un cumul de gestion de compétences relativement importante. C'est le premier point, et qu'on va déployer sous peu. Donc j'espère qu'on aura là aussi un succès et une réponse sur l'utilité ou pas de telles solutions de réalité augmentée dans le monde de la gestion de la distribution électrique chez Enedis. Le deuxième point, c'est aujourd'hui on est en solution, c'est cette plateforme digitale de réalité augmentée est en solution cloud, qui a tous les bénéfices du cloud, qui utilise essentiellement aujourd'hui par rapport au volume de données que l'on traite, puisqu'on est dans un environnement 3D, je le redis. On utilise essentiellement la bande passante et la faible latence par rapport à l'apport de la 5G. Par contre, on peut se poser la question, dans l'ensemble d'un déploiement au niveau de l'ensemble du réseau de distribution d'Enedis, une architecture qui soit cloud peut-être, cloud privé certainement, mais qui utilise des bénéfices autres de la 5G, tels que le slicing et l'edge, qui vont permettre peut-être des architectures déportées et intéressantes. Donc c'est tout un travail qui est, à mon avis, potentiellement à faire dans la suite à venir de ces expérimentations. Édouard, pour Nokia, un petit mot encore de conclusion? Très brièvement, je pense que c'est intéressant aussi de parler peut-être de la méthodologie, en fait, de tout ce cheminement. Donc une vraie approche très structurée, hein. il faut le reconnaître, mais une vraie approche aussi d'inclusion par rapport au métier opérationnel. En fait, finalement, au plus proche du terrain, c'est par rapport à l'usage d'une technologie comme la 5G, par rapport au développement de ces cas d'usage, s'assurer la bonne adéquation, la pertinence, en fait, requiert d'avoir ce travail en amont assez rigoureux, d'inclure justement les opérationnels par rapport à leurs besoins au quotidien. Donc je dirais que ça, c'est peut-être pour moi une leçon learned, hein, et vraiment un point pleinement validé. Et on le voit bien, en fait, les projets retenus à la fin, on est encore effectivement dedans, encore en phase de prototypage, avec l'espoir d'industrialiser derrière et d'étendre, bien sûr. Mais on voit déjà quand même qu'il y a une adéquation, il y a un bénéfice, parce qu'il y a ce travail en amont de qualification qui a été avéré. Et donc je pense que c'est aussi peut-être une recommandation à chaque secteur industriel, chaque segment d'activité, ou voire même chaque entreprise, par rapport à sa manière de travailler, important d'avoir cette réflexion-là aussi en amont. Emmanuel, je crois que c'est ton tour. Oui, quasiment tout a été dit par mes trois voisins de gauche. Là. Effectivement, là, le stade où on en est du projet 5G 3E, le stade de prototypage nous a rassurés, nous a permis de construire des choses qui sont vraiment utilisées sur le terrain dans la vraie vie. Après, le passage à l'échelle, chez Enedis, ça va passer par les mêmes cribles que tous les différents projets d'innovation ou d'idéation, etc. Il va falloir qu'on arrive à prouver que l'analyse coût-bénéfice est largement positive. Pas seulement parce que ça coûte moins cher, mais aussi parce que la sécurité, on en a parlé plusieurs fois, toutes les plus-values en termes de sécurité, il faudra bien qu'on arrive à les prouver, à mettre des critères derrière. Et puis, Enedis, on ne fait pas de la 5G pour le plaisir de faire de la 5G, c'est vraiment parce que derrière, on a un réseau exploité, donc on va... par exemple, oui, quand tu parlais d'un hélicoptère, on sent bien que
sans faire de grands calculs, on sent bien que remplacer 1 heure de vol d'hélicoptère par 1 heure de vol de drone, il y a de fortes chances qu'on soit bénéficiaire très très vite. Dans mon exemple de tout à l'heure, aussi tirer quelques kilomètres de fibre optique ou mettre un routeur 5G, on sent bien que ça peut être très très vite bénéfique. Après, par contre, quand on va vers plus de masse, par exemple les 10 000 techniciens d'intervention, il faudra qu'on regarde bien le sourcing des lunettes, par exemple, parce que sur nos 10 000 techniciens, s'il faut qu'on change de lunettes tous les 6 mois parce qu'ils les perdent, ils les cassent. Voilà, donc une fois que le POC est fait, que le concept est prouvé, l'industrialisation, ça rentre un peu dans nos mécanismes habituels de sécurisation des projets. Et j'espère que sur tous les cas d'usage de 5G 3E, la grande majorité, voire pourquoi pas la totalité, va être industrialisée. Moi, c'est ce que je souhaite. Très bien. Mon dernier mot de conclusion avant de prendre quelques-unes de vos questions, c'est déjà merci. En fait, merci à vous 4. Vous avez vu un petit peu la collaboration et la complémentarité, en fait, je pense, de tous les acteurs qui sont intervenus sur ce projet. Ça, c'est un premier point que moi j'ai noté, en fait, et qui a été un vrai facteur clé de succès. Chacun a été à sa place et a vraiment contribué au juste effort qu'il avait dans ses capacités pour faire avancer ce projet. Et je pense que c'était vraiment un point clé, en fait, pour arriver déjà là où on est arrivé. Et le deuxième point, Édouard l'a déjà noté, mais c'est la collaboration avec l'ensemble des métiers d'Enedis. Il y avait plus de 12 métiers qui étaient représentés lors de nos différents tables rondes, en fait, pour inventer ces différents cas d'usage. On vous en a présenté 3, en fait, mais il y en a eu plus de 12 qui ont été, une trentaine qui ont été inventés, 12 qui ont été sélectionnés, 6 qui ont été passés à l'expérimentation. Voilà, et ça s'est fait vraiment grâce à l'implication à la fois des métiers et en contrepartie, finalement, aussi l'implication d'experts qui sont venus là pour montrer ce qui était faisable et un peu déclencher, en fait, cette idéation. Voilà, on en a fini. On est preneur de vos questions. Je ne sais pas s'il y en a. Allez-y, peut-être si vous pouvez vous lever. Oui, je vous passe le micro, ce sera plus simple. Merci. Donc la 5G, on sait qu'elle ne sera pas forcément partout sur le territoire à cause de la densité de population. Donc est-ce que Enedis envisagera à terme de faire un réseau hybride, réseau 5G opéré, 5G privé, pour couvrir les parties non couvertes d'une manière normale par un opérateur ? C'est fort peu probable, et je dirais que la réponse est la même pour la 5G que pour la 4G. De la même manière qu'aujourd'hui, on ne déploie pas un réseau 4G pour les bouts de territoire qui ne sont pas couverts, on ne va pas non plus le faire pour la 5G. On espère que la couverture sera à quasiment 100% de nos équipements, de nos ouvrages d'ici la fin de la décennie. Voilà, donc on n'est pas non plus dans un projet là où on va déployer à toute vitesse dans les 18 mois. Donc pour les cas d'usage chez nos clients les plus ruraux ou nos portions de réseau les plus rurales, on se dit plutôt que c'est d'ici la fin de la décennie. Les réseaux privés chez Enedis, on en avait on en a un traditionnellement, mais en bas débit, dans des fréquences VHF. Nous, on considère que ce n'est pas notre métier. Voilà, ce n'est pas notre métier d'opérer un réseau 4G, d'opérer un réseau 5G, et on compte sur nos partenaires et fournisseurs pour le faire pour nous aux meilleures conditions. Une autre question ? Pas d'autres questions ? Non ? Alors du coup, peut-être juste pour rebondir, on s'est quand même posé la question sur un métier spécifique d'Enedis, en fait, sur le cas de couverture privée, qui est le métier qui s'appelle Serval, en fait, qui est le logisticien d'Enedis, qui achemine en fait les tourées de câbles et tout le matériel en fait nécessaire sur les lieux d'intervention et de construction en fait des ouvrages Enedis. Donc c'est quand même des grands entrepôts. Et là, il y a un vrai challenge en fait à avoir un peu économique et technique entre le Wi-Fi, qui est déjà la technologie utilisée sur ces plateformes logistiques, et la 5G, notamment dans la couverture extérieure. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on analyse encore un petit peu dans le temps. Les premières réflexions qu'on a eues, ce n'était pas suffisant en fait, pour déclencher vraiment une expérimentation sur le sujet. Pas d'autres questions ? Non, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.